Mesdames et messieurs, bonjour et encore une fois bienvenue à suivre votre émission Parole à l'auteur émettant sur la 101.5 la culture au cœur du développement au réseau média. Aujourd'hui, et vous le savez, cette émission reçoit des écrivains ou des acteurs littéraires qui contribuent à faire de ces secteurs un outil de développement, mais également vendre ces secteurs aux yeux du monde. Aujourd'hui, je reçois avec moi, mesdames et messieurs, un acteur littéraire local qui est non seulement écrivain, mais il œuvre également comme journaliste, mais aussi un acteur incontournable dans la chaîne du livre. Messieurs, Faustin Mouliri, et aujourd'hui je le présente, il est d'abord diplômé de l'Institut national des arts de Kinshasa. Il œuvre comme journaliste mais également écrivain, il traite de questions de l'éducation, de la paix également, et aujourd'hui nous sommes avec lui pour parler de l'art du livre à Bukavu. Quelle solution pour éclore ce secteur au niveau local? Messieurs Faustin, bonjour. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver dans cette émission Parole à l'auteur, c'est une première fois et nous vous disons encore merci de nous avoir reçus chez vous. Merci bien, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi de venir parler de ce secteur dont on parle très peu et où il y a très peu de gens qui s'y engagent. Je ne sais pas pourquoi, mais on va en parler tout de suite là. Oui, bien sûr. Et comme nous le disions, vous êtes non seulement journaliste, mais vous êtes surtout écrivain. On veut d'abord savoir qu'est-ce qui vous a poussé vous à choisir ce secteur comme métier? Mon souci est de transmettre aux générations qui vont venir après moi ce qu'aura été notre époque, mon époque à moi. Donc, parce que j'ai constaté en fait que en tant que journaliste, ce qu'on écrivait, souvent ça s'est limité à la diffusion. On fait des papiers, on diffuse, soit à la radio, soit à la télé. Mais il y avait peu de choses qui restaient par rapport à l'abondance des écrits que je produisais. Et puis il y avait un problème aussi de liberté d'expression. Parce que je suis un ancien de la radio nationale, et radio-télévision nationale congolaise RTNC Bukavu, où j'ai presté pendant 10 ans. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Et comme c'était un média officiel, il était difficile d'exprimer certaines idées. Mais pour contourner cette réalité, j'ai préféré m'adonner aussi à l'écriture, puisqu'au moins là, je pourrais publier mes livres sans pour autant être inquiété par qui que ce soit. Bien entendu, il y a des moments où ces mêmes livres tombaient dans les mains du pouvoir. Et moi-même à l'époque, en tant qu'au service du pouvoir à l'époque, donc, j'étais quelque peu interpellé, on prêtait des intentions. Mais comme ça ne passait pas directement à la radio ni à la télévision, ça me causait moins de problèmes. Et c'est comme ça que j'ai décidé carrément de rester dans les livres pour exprimer mes idées. Si vous lisez par exemple ce que j'écris en poésie, ou dans d'autres genres littéraires comme les nouvelles, comme du théâtre, vous voyez que ce sont des idées qui sont fortes. Donc je laisse parler mon cœur, quoi. Contrairement à ce qu'on fait en journalisme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en journalisme, mais surtout quand on est dans des secteurs publics. Évidemment, je ne suis plus pour le moment dans les secteurs publics. Je peux m'exprimer librement là où je suis maintenant en tant que rédacteur en chef, ou si vous voulez, secrétaire de rédaction du journal Les Souverains. Voilà, le souverain libre où nous sommes maintenant, mais je suis également rédacteur en chef des médias en ligne qui s'appelle exactinfo.net à Kinshasa. Donc là, j'ai plus de marge de liberté, mais en écrivant, c'est encore mieux. Là, on peut s'exprimer encore davantage, et surtout en poésie, puisque c'est pas tout le monde qui a la capacité de décrypter ce qu'on dit en poésie. Il faut un certain niveau pour comprendre ce qu'on écrit en poésie. Donc là, à mon avis, c'est le meilleur moyen, n'est-ce pas, de nous exprimer, de libérer notre esprit. Évidemment, bien entendu, il y a des moments où il y a des choses qu'on ne peut pas dire si l'on sait que ça peut troubler l'ordre public. Or, les journalistes, tout comme l'écrivain, ce ne sont pas des extraterrestres, c'est des gens qui vivent sur Terre, dans leur communauté, et qui sont au courant de tout ce qu'il y a comme aspiration de la population, tout ce qu'il y a comme exigence, surtout les exigences, n'est-ce pas, légales, qui par exemple interdisent de perturber l'ordre public. Donc même si l'on sait qu'on a des idées qu'on pourrait bien exprimer, mais dès l'instant que l'écrivain sait que ces mêmes idées peuvent perturber l'ordre public, ou peuvent, évidemment, ça peut amener à des changements positifs. Si ce sont des changements positifs, mais qui ne sont pas violents,
on peut exprimer ces idées-là. Mais il y a des moments où je me réserve de dire certaines choses si je considère que ces mêmes choses pourraient porter atteinte à la cohésion sociale, à la paix sociale, ou m'attirer des ennuis dont je ne saurais pas m'en sortir. Et jusqu'aujourd'hui, combien d'œuvres à votre actif déjà? Je ne sais pas. C'est-à-dire plusieurs tellement que vous ne savez plus. Franchement, c'est ce que je vous dis là, c'est vrai parce que combien de recueils de poésie, je sais que c'est une dizaine. Si on me demandait de les citer, je ne pourrais pas les citer toutes parce que je n'ai pas tout en tête. Je sais que j'ai un livre édité aux éditions du Pangolin à Bruxelles, un seul. Je sais qu'en France, le recueil de poèmes, c'est à peu près 5 aux éditions et des livres. J'ai un recueil de poèmes aux éditions, comment ça s'appelle, les manuscrits, et une autre aux éditions. Disons en France, c'est à peu près 10 et en Belgique 1. Sans citer d'autres que j'ai publiés localement ici, ou dans la collection Semboura, de la région du Grand Lac, ou tout récemment encore à Casablanca, aux éditions La Croisée des Chemins. J'ai fait publier à peu près 3 ou 4 textes, mais dans des anthologies. Il y a aussi des recueils de nouvelles. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 en Europe. Et vous, en tant qu'écrivain, comment vous percevez ou quelle lecture vous faites de l'état du livre en tout cas? Ou est-ce que c'est différent chez vous? Non, je suis dans la même problématique, je suis concerné par la même problématique. On écrit des livres, parce qu'une chose c'est d'écrire un livre, une autre chose c'est de l'éditer. Et une troisième chose c'est de le vendre. Et une quatrième chose c'est de l'acheter. Et une cinquième chose c'est de le lire. Ouais, donc ça c'est le livre. Mon travail au auteur, c'est de... Et je me limite à ça. Alors, il revient maintenant aux distributeurs, d'abord aux éditeurs, trouver un éditeur. Je n'ai pas de problème d'éditeur. Mais est-ce que je trouve de bons éditeurs? C'est ça une autre question. Est-ce qu'on arrive à trouver des grands éditeurs, si on peut dire ça comme ça, comme, parce que j'ai cité quelques maisons d'édition. Mais est-ce que j'ai déjà été publié par des grandes maisons comme, par exemple, Gallimard? Non. Si on arrive à être publié par Gallimard, là, le livre prendrait une autre dimension. Et même la carrière de l'auteur aussi. Est-ce que Gallimard peut éditer mes livres? Oui, Gallimard peut le faire. Mais pourquoi Gallimard ne le fait pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quand j'envoie des manuscrits chez Gallimard, est-ce que j'ai déjà envoyé? Oui, j'ai déjà envoyé au début, mais ils n'ont pas été retenus au début. Mais par la suite, j'ai envoyé à d'autres maisons d'édition qui ont accepté. Je sais que Gallimard et d'autres maisons, de grandes maisons d'édition, ont des exigences sur la qualité. C'est le premier problème que rencontrent les écrivains, la qualité des textes. Alors, au début, j'ai compris pourquoi Gallimard n'a pas édité, peut-être c'était lié à la qualité, mais par la suite, il y a eu de grandes œuvres que j'ai écrites, des manuscrits qui ont été même imprimés. J'ai reçu par exemple des prix de meilleurs poèmes. Dans des concours, j'en ai reçu. Mais je n'ai plus renvoyé mes textes chez Gallimard et d'autres grands éditeurs. Mais si je le faisais, je suis sûr qu'aujourd'hui, ces maisons pourraient accepter d'éditer ces mêmes livres. Ah oui, mais il y a des contrats. Il y a des contrats qui ont été signés avec des maisons d'édition qui m'empêchent de céder le même texte. Dès que je donne ça à une maison d'édition, je ne peux plus tout de suite là me permettre de céder à une autre maison d'édition. Il y a des textes qui disent qu'il faut attendre 20 ans, 15 ans pour que je propose à une autre maison d'édition. Donc ce sont ces contraintes-là liées au contrat qui font qu'aujourd'hui, je ne cède pas mes textes à de grandes maisons d'édition. Mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, je pourrais le faire, pourquoi pas. Alors, pour peut-être éclairer vos propos, il faut éditer ce livre dans une maison d'édition qui est à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la ville pour espérer vendre son contenu? Bon, oui et non. Oui, dans la mesure où on n'écrit pas seulement pour la maison. Je n'écris pas pour Bukavu seulement, non. Quand j'écris un livre, j'aborde des problématiques qui concernent la France, par exemple, quand je traite des questions comme l'environnement, la protection de l'environnement,
C'est le cas par exemple dans mon livre, dans ma pièce théâtrale Cœur à papier, ou encore Esprit de coq, surtout Esprit de coq. Hein, c'est un livre qui a été très très salué par un préfacier du Sénégal, Boubacar Boris Diop, qui est connu mondialement. Boubacar Boris Diop est connu mondialement, c'est un professeur, c'est un grand écrivain lui-même. Et c'est lui qui avait préfacé cette anthologie où se trouve mon texte intégralement. Or, c'était la toute première fois, ça c'est du jamais vu, que dans une anthologie, on publie l'intégralité d'un texte, d'un auteur. Ça ne se fait jamais. Mais quand ils ont lu le manuscrit de Esprit de coq, tout de suite ils ont dit nous prenons tout le texte, on met dans l'anthologie, aux côtés d'autres textes, d'autres auteurs du Rwanda, du Burundi et de la RDC. Donc oui, quand nous écrivons, on écrit d'abord sur le problème qui concerne les milieux de vie de l'écrivain. Hein, là-dedans, quelqu'un de Bukavu qui dirait Esprit de coq s'est retrouvé tout de suite. Mais je suis allé au-delà des réalités de Bukavu, là j'aborde des réalités d'autres pays. Et c'est ça qui a fait que tout le monde y trouve son intérêt, quoi. Et c'est ça justement qu'il faut. Et vous avez également parlé de la qualité des textes. Est-ce que par qualité de texte, nous sommes censés comprendre qualité d'histoire, la manière de rédiger? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre par qualité de texte? Puisque tout le monde écrit, bon, il y a plusieurs œuvres, il y a plusieurs histoires également. Mais que veut dire vraiment qualité du contenu? La qualité, c'est d'abord les sujets, le thème. Voilà, le thème abordé dans le livre. Si c'est un thème d'actualité, actuellement par exemple, tout le monde sait que c'est l'environnement, hein, la protection des écosystèmes. Voilà. Et c'est ça d'ailleurs que j'ai abordé dans Esprit de coq. Tous les écosystèmes, c'est-à-dire protéger l'être humain, protéger l'environnement, protéger les êtres qui vivent dans l'eau, voyez-vous, les poissons, les algues, tout le reste. Voilà, donc c'est ça. D'abord les sujets, le thème abordé. Mais c'est surtout, au-delà du thème, c'est surtout la littéralité. C'est quoi la littéralité? C'est le travail de l'auteur, n'est-ce pas, sur l'œuvre, la manière dont, la manière originale, n'est-ce pas, dont l'écrivain dit les choses dans son texte. Parce qu'on peut me demander de parler de décrire, on peut poser une question, par exemple, on dit qu'est-ce qu'une femme? On peut définir une femme, mais quelqu'un peut définir une femme d'une manière originale, en ressortant des aspects dont tout le monde ne parle pas sur la femme. C'est ça l'originalité. Et en matière littéraire, c'est le travail littéraire qui montre des aspects non encore exploités, des aspects inédits. C'est ça la littéralité. Et c'est ça qui fait la qualité d'une œuvre littéraire. Alors comment un expert peut expliquer les désintéressements de la population face aux œuvres littéraires locales? C'est-à-dire, quand il s'agit par exemple de livres qui sont écrits par des gens de l'extérieur, ce sont des livres beaucoup plus consommés, pourtant ça touche vraiment toutes les thématiques. On peut penser à la santé humaine, on peut penser à la fiction, mais ce sont des œuvres qui sont consommées. Mais quand il s'agit d'un artiste, d'un écrivain d'ici localement, on constate que vraiment les œuvres sont là, les livres sont là, mais ne sont pas vraiment achetés. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. D'abord, ça va faire rire un peu. Beaucoup de gens pensent qu'un écrivain, quelqu'un qui est déjà mort. Donc tant qu'on est vivant, on n'est pas écrivain. Il y a cette conception-là et c'est presque parti. Et pourtant, je ne suis pas mort, je suis là. En chair et en os. Bon. Mais il y a aussi d'autres facteurs comme par exemple le pouvoir d'achat. Parce que pour lire un livre, il faut l'acheter. Les livres ne se donnent pas gratuitement, ça s'achète. Il faut donc l'acheter. Le pouvoir d'achat de la population ne permet pas d'accéder aux livres. Parce que le livre, par exemple, celui qui coûte moins cher, il est dans les 7 $. Est-ce que c'est tout le monde qui peut sortir 7 $ pour acheter un livre? Non. Il y a cela, mais au-delà du pouvoir d'achat aussi, il y a d'autres problèmes liés à la culture du livre. Il y a des gens qui n'ont pas l'habitude des livres, tout simplement. Et surtout avec maintenant Internet,
Hein, on peut accéder à tous les livres au téléphone. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont perdu la culture de lecture aussi. Surtout, il faut lier cela aussi au contexte de guerre. Et lier cela aussi, encore une fois de plus, au pouvoir d'achat. Parce qu'il y a des gens qui voudraient bien lire des livres, mais ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont tout le temps pris par les vécus quotidiens. Je veux dire les besoins primordiaux, quoi. Il faut d'abord trouver à manger. Voilà. Parce qu'aller dans une bibliothèque pour lire un roman pendant 5 heures, c'est un luxe. Les gens pouvaient consacrer les 5 heures à chercher quoi manger. Ouais, plutôt que d'aller se pavaner dans une bibliothèque en train de décorer un roman. Et encore, comme on dit, ventre creux dans plein d'oreilles, comment lire un roman alors qu'on n'a pas mangé le matin? Cela veut dire que les œuvres locales ne rencontrent pas les objectifs des consommateurs en ce sens? Non, c'est plutôt des contraintes sociales, économiques, financières qui font que les gens n'ont pas le temps d'aller de la bibliothèque pour aller. Parce qu'en fait, pour lire, il faut aller chercher les livres à la bibliothèque. Alors, je vais t'expliquer que quelqu'un qui a faim, comment il peut aller lire? Les gens ne lisent pas parce qu'ils n'ont pas d'abord le temps, ensuite ils ont faim. Parce que lire, c'est un loisir, non? C'est un loisir. On ne peut se livrer à un loisir qu'après avoir fait l'essentiel de la vie. C'est-à-dire après avoir mangé, après avoir bu, on peut aller se divertir. Alors, comment aller dans une bibliothèque si on a faim? Si on n'a pas encore trouvé à manger pour sa famille, pour soi-même? C'est comme ça que les gens préfèrent aller d'abord manger, chercher à manger, et éventuellement lire. Parce que moi-même, quand je vais dans des bibliothèques, je trouve très peu de lecteurs. Hein. Je vais à l'Institut français, quand il était encore fonctionnel, ou encore à Humanitas, au collège Alpha-Giri. Quand vous y allez, vous allez trouver essentiellement des gens qui font une lecture utilitaire. C'est-à-dire des étudiants, ils sont là pour des mémoires de fin d'études, juste pour avoir des diplômes de licence ou de graduat, ou c'est pas moi. Mais en tout cas, les gens qui y vont juste pour le plaisir de lire, ils sont très peu nombreux. Et une fois, Papa Faustin, nous avons fait un petit sondage par rapport à la population en leur posant cette question de savoir pourquoi les œuvres de Bukavu ou pourquoi les livres de Bukavu ne sont pas achetés par les gens ici. Et un retour nous a vraiment frappé. C'était une question de savoir est-ce qu'il va la voir? Est-ce que écrivain va la voir? Ça nous ramène à nous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas aussi un défi ou un obstacle qui provient des écrivains eux-mêmes qui ne sont pas vraiment visibles ou on ne ressent pas leur présence au niveau local? Nos livres peuvent être achetés à Bukavu quand ils sont disponibles. Parce que j'ai parlé de la chaîne du livre à un moment. L'auteur ne peut pas être à la fois vendeur de son propre livre ou promoteur de son propre livre. Non. Moi, je l'ai fait parler au début. J'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, de 1999 jusqu'en 2010. Ça fait 10 ans. J'écrivais mes propres textes, je les écrivais moi-même et je les rendais disponibles auprès des personnes qui voulaient acheter. Je vais vous donner un cas par exemple pour le livre intitulé L'odeur du pagne. Mais j'ai vendu ce livre à 800 exemplaires ici à Bukavu. 800 à Bukavu. L'odeur du pagne. C'est mon livre le plus vendu. Comment vous avez procédé pour vendre? C'était vous-même? Oui, moi-même. Je prends le téléphone, j'appelle des amis. Des amis, je dis, mais écoute, est-ce que tu peux venir à telle cérémonie où je vais vous présenter mon nouveau livre? Et ils venaient, et ils achetaient à $5 au début. À mesure que les commandes devenaient nombreuses, à $10, j'ai vendu 800. Mais vous le dites, Papa Faustin. Et il n'y a pas que ça, parce qu'après celui-là, j'ai sorti aussi Pouvoir au nez. Pouvoir au nez, il a été beaucoup apprécié. On en a fait même, je crois, 4 ou 5 mémoires de fin d'études à l'ISP Bukavu. Oui, et on l'a beaucoup acheté. J'ai fait, je ne sais plus exactement combien d'exemplaires. Ou encore Cœur à papier. Donc les livres, on peut les acheter quand on sait que la qualité est là ou ce que vous dites correspond au vécu quotidien de la population et que c'est bien dit. Les gens achètent.
Comment Mais déjà j'ai arrêté. si on n'a pas lu? Oui, voilà, il C'est là faut. même le défi, puisque pour lire, il faut acheter. Il faut soutenir ainsi l'auteur. Et vous le disiez, un écrivain ne peut pas être lui-même vendeur, Distributeur, il ne peut pas être distributeur, il ne peut pas être la maison d'édition, il ne peut pas tout faire tout seul. Mais on se demande, est-ce qu'il y a cette collaboration entre les écrivains d'ici et les quelques maisons d'édition que nous trouvons encore? Est-ce qu'il y a cette collaboration pour également retrouver leurs livres là-bas? Parce que peut-être on ne le connaît pas, mais quand on arrive dans une maison d'édition, quand on arrive par exemple dans une bibliothèque, quand on arrive dans une école, on sait directement découvrir un autre. Le problème ici, chez nous, à Bukavu, c'est que d'abord, il n'y a pas de à part si. Il y en a une à l'ISP. Attention, on ne parle pas de bibliothèque. On parle de bibliothèque là où on vend des livres. À l'ISP, on ne vend pas de livres, à ma connaissance. Là, on peut accéder à la lecture des livres. Alors, est-ce qu'il y a cette relation est-ce qu'il y a une relation entre les écrivains et les libraires? Mais c'est aux libraires d'aller vers les écrivains. Ce n'est pas le rôle des écrivains d'aller vers les libraires. Nous proposons des textes aux éditeurs. Ce sont les éditeurs qui travaillent avec les libraires. Parce que moi, j'écris mon texte, je le propose à quelqu'un pour le multiplier. Lui, à son tour, après l'avoir multiplié, donc c'est le libraire, et l'éditeur, il va voir les libraires pour que les libraires acceptent de le vendre. Alors, maintenant, pour pousser les gens à acheter les livres, ce n'est plus le travail ni de l'écrivain, ni de l'éditeur, mais c'est le travail du libraire. C'est lui qui a un service commercial, qui doit faire la publicité dans les médias, à gauche, à droite, pour intéresser les gens à venir lire ce livre-là. Donc ce n'est pas le travail de l'écrivain. Alors là persiste un défi majeur, puisque vous le disiez, il faut la qualité qui rencontre par exemple les besoins de la maison d'édition pour être accompagné en tant qu'écrivain. Et on se demande, est-ce que déjà à Bukavu, il y a des maisons d'édition? Ah voilà, c'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. D'abord les éditeurs au départ. Est-ce que nous avons des éditeurs à Bukavu? Il n'y en a pas. Moi je ne connais pas un seul éditeur à Bukavu, franchement, à qui je peux présenter mon manuscrit pour dire voici mon manuscrit. Est-ce que vous voulez le... Je n'en connais pas à Bukavu. Par contre, il y a des éditeurs au niveau des universités, par exemple, qui disent l'IOB ou l'ISP Bukavu, à ce qu'on appelle les séries. Le premier obstacle, il n'y a pas vraiment d'éditeurs localement, ce qui fait que plusieurs auteurs ils essaient quelquefois de s'auto-éditer, si on peut le dire comme ça, et la rencontre ces défis de la qualité. On pense qu'on a peut-être tout fait bien, mais il y a des défis auxquels un expert pourrait répondre, mais puisque cet expert n'est pas là, il y a aussi le problème de la librairie, puisque une librairie ne peut pas, ou je le pense, n'arrivera pas à commercialiser une œuvre qui n'est pas passée dans les mains d'un éditeur. Un texte publié et qui a son numéro international, numéro de référence ISBN. Bon, si c'est un texte qui n'a pas d'ISBN, ce n'est pas un livre, c'est un manuscrit. Et lorsque nous envoyons des textes en Europe, dès l'instant que le texte est publié à Paris, il échappe déjà, il n'a plus assez de chances d'être lu ici. Et pour qu'il soit lu ici, c'est le rôle maintenant justement des libraires de le commander. Les libraires doivent le commander là-bas, à Paris. Et c'est à eux de les distribuer localement. Mais si moi j'envoie mon manuscrit et qu'il est en vente là-bas, et qu'aucun éditeur, aucun libraire de Bukavu ne le commande, et bien le livre ne sera pas du tout lu. C'est ça les drames qu'on connaît ici. Donc les gens savent que, oui, SIM par exemple, c'est que mes livres sont disponibles à Paris, il y a des moments où j'en fais venir à compte-route moi-même, alors que ce n'est pas mon rôle, de commander mes propres livres pour le donner à SIM et les vendre pour moi. Mais c'est plutôt SIM qui doit aller vers les éditeurs en Europe pour les commander, les amener ici, les distribuer pour que les gens y accèdent. Quelles sont les stratégies pour éclore l'industrie du livre, l'industrie littéraire locale, puisque oui, il y a des problèmes, mais quand même il y a ce besoin qui se pose. Il y a nos auteurs qui doivent être connus, qui doivent être accompagnés, soutenus par la population. Quelle stratégie pour que quand même le secteur du livre
trouve aussi son chemin et s'impose comme étant un des secteurs les plus consommés, les plus visités, le plus soutenus par la ville. Il faut financer la chaîne du livre. Voilà. C'est ça qui manque. Financer la chaîne du livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que d'abord il y ait des Congolais qui manifestent la volonté de devenir éditeurs. Ça c'est un. Parce que les écrivains, on en a. Mais les éditeurs, il faut qu'il y ait des Congolais qui manifestent cette volonté d'être éditeurs. Créer des maisons d'édition. Moi j'en ai créé une, je voulais en créer plutôt une, mais il y a eu des obstacles de financement au niveau de l'Institut français. Puisqu'il y avait un budget qui encourageait l'édition du livre. J'avais postulé, mais ça n'a pas abouti. Donc il faut d'abord qu'il y ait ces Congolais-là qui deviennent éditeurs. Ensuite, qu'il y ait des financements. Hein, je sais que la coopération suisse a des financements qui pourraient injecter dans l'édition du livre. Je sais que ça existe. Donc, il faut qu'on aille, il faut qu'il y ait des Congolais qui se manifestent et qui aillent frapper, par exemple, à la porte de la coopération suisse pour obtenir des fonds leur permettant de devenir éditeurs. Il en est de même pour le libraire. Il faut qu'il y ait des gens qui manifestent l'intérêt de vendre des livres, de devenir libraire. Voilà. Une fois qu'il y aurait des gens comme ça, alors les livres pourraient être disponibles et dès qu'il y aurait beaucoup de livres, les prix seraient peut-être rabattus. Hein, les livres pourraient coûter moins cher et les gens pourraient lire. Mais il y a aussi la nécessité d'encadrement critique. Hein, il faut, parce qu'il revient aux critiques littéraires de dire voilà tel texte est de qualité ou tel autre ne l'est pas. Ce n'est pas le rôle de l'écrivain. Nous sommes comme des femmes qui accouchent. J'ai mis au moins des bébés, je peux en faire des jumeaux, des livres à la fois publiés au même moment. Mais ce n'est pas moi de dire si mon livre est beau ou il ne l'est pas. Non. Ça c'est le rôle des critiques littéraires de dire bon écoute, ça c'est beau, ça c'est pas beau. C'est à eux. Et les critiques littéraires, on en a à Bukavu. Ce sont des spécialistes, n'est-ce pas, des théories de création littéraire. Ils sont à l'ISP, au département de français. Ils sont à l'IOB, n'est-ce pas, à la faculté des lettres. Ils sont là. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème pour l'encadrement critique. Mais le grand problème, c'est au niveau de l'édition. Les gens qui voudraient embrasser la carrière d'éditeur. Ensuite, des distributeurs. À Bukavu, les gens préfèrent vendre la même chose. Je suis sûr que lorsqu'il y aurait 2 ou 3 personnes, non, peut-être pas, je peux me tromper. Parce que Sim le fait, mais on n'embarquera le pas. Pourtant, Sim fait suffisamment d'argent en vendant des livres. Je ne dis pas qu'ils sont des millions, mais ça se passe très bien là-bas. Donc si d'autres personnes faisaient la même chose comme Sim, peut-être qu'elles pourraient aussi gagner leur vie. Pourquoi pas? Qu'en est-il de la collaboration, de la compréhension de la chaîne du livre dans des acteurs littéraires, surtout du niveau des écrivains? Est-ce qu'ils comprennent vraiment comment ça doit fonctionner? Puisqu'il y a toujours ces plaintes, j'ai écrit mais je ne sais pas où est-ce que j'apporte mon livre, à qui je le donne, je suis allé là-bas, on m'a dit telle et telle chose qui m'ont vraiment compliqué. Qu'en est-il vraiment des écrivains de ce côté-là? Pas des écrivains. Quand tu vois des écrivains, moi j'entends ceux qui sont dans le domaine de la fiction. C'est-à-dire des textes littéraires. Je ne parle pas des essais, hein, un livre de mathématiques, je dis qu'il écrit un livre de biologie ou de chimie, je ne parle pas de ça. Parlons de la fiction. Moi je suis dans la fiction. Alors, le problème qui se pose de ce côté-là, c'est la qualité. Je reviens à la qualité. Et cette qualité, comme je le disais tantôt là, c'est d'abord au niveau de la fiction. Est-ce qu'il y a de la fiction dans la thématique qu'on est en train d'aborder? Quel est le niveau de fiction? Quelles sont les figures de style? C'est ça qui fait la beauté d'un texte, les figures de style. Hein? Quelles sont les figures de style qu'on a utilisées dans les manuscrits? Quel est le degré de fiction? Mais si tu fais un texte, malheureusement c'est ce qui arrive à la plupart des écrivains, on fait un texte qui a ce qu'on appelle en termes qui n'est pas connu de tout le monde, ce qu'on appelle le degré 0 d'écriture, ou qu'on appelle encore l'écriture blanche. Donc tu dis les choses
tel que les gens le disent. Hein, ce qu'on appelle appeler chacha. Mais quand on fait un texte de fiction, on n'appelle pas chacha. Non. Hein, on doit trouver d'autres termes pour dire les choses comme on ne les dit pas. C'est ça, dire les choses d'une manière inédite. Hein. Tu vois, par exemple, quand Aimé Césaire dit ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Non, ma bouche sera la bouche. Ma bouche sera la bouche des personnes qui n'ont pas de bouche. Bon, ça peut faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bouche? Non, toutes les personnes ont des bouches. Mais quelles sont les personnes qui n'ont pas de bouche? Ce sont les personnes qui ne jouissent pas de liberté d'expression. C'est ce que ça veut dire. Donc, là, il dit, moi, je serai le porte-parole des gens qui n'ont pas la liberté d'expression. Ça, c'est une manière blanche de dire des choses. C'est pour ça que tout le monde le dit. Et lui, il ne dit pas de cette manière-là. Vraiment, moi, ma bouche à moi sera la bouche des personnes qui n'ont point de bouche. Voilà. C'est ça la littéralité. Là, c'est ce niveau-là qui manque à la qualité des textes. Quand je dis, par exemple, essuie les larmes de ta rose qui pleure, inocule dans ses pétales des gouttelettes de caresses et de tendresse, et elle te couvrira de la robe de ses désirs. Ça, c'est de la pure littérature. Essuie les larmes de ta rose qui pleure, mais les roses ne pleurent pas. Alors, quand je dis ça, ça c'est un poème de mots qui s'appelle Action Rose. Et les roses dont je parle, c'est la femme. Essuie les larmes de ta rose qui pleure, c'est ta femme qui pleure. Inocule dans ses pétales des gouttelettes de calcaire. Vous comprenez ce que les femmes ont des pétales? Bon, voilà un peu, je ne peux pas aller en profondeur, mais vous comprenez que c'est de cette manière-là qu'il faut dire les choses. Hein, ou bien quand je dis X, non, je dis par exemple Bora adore Dora. Dora adore Bora. Ils s'aiment noir sur blanc. Un amour mixte. Ça, c'est de la poésie. Bora adore Bora. D'ailleurs, il y a même des rimes là-dedans. Parce que souvent, on croit que la poésie sont des rimes seulement. Non. Bora adore Bora. Bora adore... Non. Nora adore Bora. Voilà. Nora adore Bora. Bora adore Nora. Aller et tout. Ça s'appelle le chiasme. C'est ça la figure de style. Ils s'aiment noir sur blanc. Est-ce qu'on peut s'aimer noir sur blanc? Et après, c'est un amour mixte. Est-ce qu'on peut mixer un amour? C'est ça la poésie. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut c'est ce type-là de travail littéraire qui manque à nos textes et qui font que beaucoup de manuscrits disent des choses d'une manière linéaire. C'est telle sorte que la première personne qui tombe sur le manuscrit, quand vous lisez, vous dites ah je comprends. Mais il faut donner aux gens le temps de réfléchir sur un texte et d'apprécier sa beauté. Et on se demande, ne serait-il pas nécessaire de créer des événements autour du livre pour également éclore l'industrie? Je peux parler par exemple de ces événements qu'organisait l'Institut français autour de vernissage, autour de rencontres entre lecteurs et consommateurs. Ne serait-il pas vraiment nécessaire d'asseoir de tels événements, simplement de voir autour du livre, des festivals autour du livre, pour permettre quand même à ce que non seulement les auteurs vendent, mais qu'ils soient également découverts et accompagnés par des consommateurs locaux? Je sais que l'Institut français, même s'il est fermé maintenant, il peut accéder à cette émission. C'est comme ça que je dois en profiter pour passer un message. On ne peut organiser un événement sur un livre que si le livre a été écrit, édité et publié. L'Institut français ne nous a pas aidés à éditer des livres. Alors que par le passé, quand il y avait ce qu'on appelait le Centre culturel français, à l'époque, eh bien le Centre culturel français finançait la sortie des livres. Donc récupérer des manuscrits, sélectionner des manuscrits localement et les envoyer auprès d'éditeurs en France et s'arranger pour faire venir des livres déjà publiés localement. Et c'est alors qu'on organisait des manifestations autour des événements, autour des livres publiés. Mais l'Institut français n'édite pas des livres, n'a pas édité des livres ici à ma connaissance depuis 10 ans ou 20 ans. On n'édite plus. Donc on nous abandonne à notre
triste sort. Nous nous démerdons nous-mêmes pour écrire, pour envoyer des manuscrits en Europe, pour en débattre, les défendre auprès des éditeurs. Nous arranger même pour les faire venir ici. Alors que ça, c'est le rôle de la coopération. C'est l'Institut français qui a dû nous aider à ça. Faire venir nos manuscrits qui sont là, pour les amener ici. En acheter en Europe, pour les rendre disponibles dans toutes les bibliothèques de l'Institut français. Parce qu'il y en a la halle de l'Étoile à Lubumbashi, il y a la halle de l'Étoile à Lubumbashi, il y a la halle de la Gombe à Kinshasa, il y a la halle de Grand Lac à Bukavu. Donc c'est ça le rôle de la coopération. Donc cette coopération ne nous a pas aidés du tout dans le domaine du livre. Parce que je ne connais pas un seul manuscrit qui a été édité et pour lequel on aurait organisé un événement comme tu le souhaites. Il n'y en a pas eu. Voilà. Et pour finir, nous sommes déjà en train de chuter vers la fin de notre émission. Nous allons maintenant parler du numérique, puisque c'est l'époque du numérique. Tout déjà dans le secteur du livre, presque c'est pas sur le numérique. Il y a l'édition qui doit collaborer avec la librairie et ce n'est toujours pas en face à face, mais c'est souvent vers des conversations via le numérique. Mais il y a aussi cette possibilité pour les auteurs de se faire découvrir et de vendre leurs œuvres eux-mêmes ou faire leur propre marketing et publicité à travers le numérique, qui ne se ressent pas vraiment. Quelqu'un a sorti son livre, mais même sur ces plateformes, sur ces sites, on ne ressent pas cette volonté, sa propre volonté de vendre ces réseaux. Est-ce que vraiment le numérique ne peut pas aider pour contourner ce défi que nous avons aujourd'hui dans le secteur du livre encore? Qui dit numérique dit aussi l'accès au téléphone Android. Il faut avoir un téléphone Android. Oh, ça c'est un grand luxe. Les téléphones Android, on les a qu'à Bukavu. Aujourd'hui? Quelques personnes aussi à l'intérieur, quelques personnes. Hein. Et quand bien même on en a, mais il y a un problème du courant électrique. Vous avez un téléphone Android au village, mais vous n'avez pas accès au courant électrique pour télécharger un livre en numérique. Voyez-vous. Bon. Et puis, pour les gens qui en ont ici à Bukavu, oui, on peut accéder aux livres, mais est-ce que les gens ont les moyens pour acheter même des livres en numérique? Les gens préfèrent les télécharger gratuitement. Ils ne veulent pas acheter. Voyez-vous. Bon. Et il n'y a pas que ça, parce que c'est lié aussi à une autre notion qu'on n'a pas évoquée, la notion du droit d'auteur. Nous sommes affiliés à des maisons, nous avons la Sokoda, qui est la Société congolaise de droit d'auteur. Mais est-ce que la Sokoda paye? Est-ce qu'elle reverse les droits d'auteur à ceux qui en ont droit? Ça ne se fait pas, il y a toujours beaucoup de lamentation de ce côté-là. Mais je l'ai vu au numérique. Le numérique, c'est un problème en soi parce que très peu de gens sont d'abord dans ce secteur. Et si vous voulez que ce soit les écrivains eux-mêmes qui rendent disponibles leurs manuscrits sur des plateformes, tu as dit ça? Oui. Eh bien, oui, on peut le mettre sur des plateformes, mais on va les télécharger gratuitement. Quelles sont les mesures d'encadrement pour que les droits soient récupérés et reversés aux auteurs? Il n'y en a pas. C'est la Sokoda qui aurait dû faire ce travail-là, par exemple, pour protéger nos droits. Mais quant à nous, moi j'ai des sites où je peux mettre mes textes et je le mets effectivement. Mais je n'ai jamais gagné un seul sou pour ça. Les gens les téléchargent gratuitement et c'est tout. En contrepartie, je n'ai rien. En tout cas, les défis sont nombreux dans l'industrie littéraire locale, mais on comprend que pour que nous arrivions en tout cas à les contourner, il faut une relation équilibrée entre écrivains, maisons d'édition, librairie, mais que chacun comprenne en tout cas son rôle et qu'il y ait des initiatives pour vraiment ressortir cet aspect et l'élever au même rang que peut-être la musique, au même rang que le cinéma aujourd'hui. Et nous sommes en train donc de vous dire merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Une petite dernière question, c'est quel est votre rêve quand vous imaginez l'industrie littéraire de la ville de Bukavu d'ici 5 ans? Comment vous le trouvez? Peut-être que je ne serai pas là dans 5 ans. Enfin, je peux essayer de rêver quoi, dans 5 ans. Mais on dit que les écrivains ne meurent jamais. Oui, mais c'est plutôt les œuvres qui ne meurent pas. Mais les personnes physiques meurent comme... Vous vivez à travers les œuvres, oui. Bon, alors,
Oui, je pense que, restons si c'est plan la philosophie. Dans 5 ans, c'est peut-être comme ça que je peux répondre à la question. Que deviendront mes textes dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Et les textes des autres également. Oui, oui, parlant de moi-même, je sais qu'ils sont peut-être parler d'autres personnes aussi. Je pense que c'est avec le temps qu'on va se rendre compte de l'importance de nos œuvres. Et on va regretter, bien entendu, de ne les avoir pas encadrées à notre temps, c'est-à-dire de notre vivant ou quand il y avait encore opportunité. Aujourd'hui, pour parler de quelqu'un, Célestin Tambouka, il n'est plus, il est mort il y a depuis 3 ans. Mais les œuvres de Tambouka ne sont même pas du tout connues. Et pourtant Tambouka a beaucoup écrit, beaucoup. Il a beaucoup écrit. Et la plupart de ces textes publiés ne sont pas connus, ne sont pas même à la possession de tout le monde. Mais aujourd'hui, on regrette Tambouka parce que Tambouka était le plus grand de nous tous. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement de ceux de Bukavu. Tambouka était salué même à Kinshasa. Hein? Tambouka était connu, mais Tambouka n'a pas été édité. Et ces manuscrits existent. Aujourd'hui, qui n'est plus en vie, on déplore sa vie, mais on ne fait rien justement pour entrer en possession de ces textes. Mais au moins, on sait que ces textes existent. Et je crois que dans 5 à 10 ans, comme tu le disais, on pourra peut-être les chercher, mais qu'il y aura des gens consciencieux qui pourront ressusciter ces textes-là et les éditer pour le bonheur de générations à venir. Et vous, est-ce que vous comptez laisser quand même quelque chose, implanter une stratégie, une initiative? Oui. J'ai dit que j'avais initié une maison d'édition. Les dossiers existent en bonne et due forme. Et la maison s'appelle Édition Bleu-Blanc. Le texte existe. Et tout est détaillé là-dedans. Je suis en train justement d'envisager d'aller frapper à des portes. J'ai cité une porte en passant. Et je veux frapper là-bas pour présenter ce projet. Et je suis sûr que c'est un projet qui pourrait être accompagné. Nous sommes à la fin, mais on se demande, est-ce que le Papa Faustin, que les gens ont connu il y a 5 ans, 10 ans, est toujours en mesure de lâcher quelques poèmes? C'est vrai qu'au cours de l'émission, on a entendu quelques vers, mais est-ce que vous pouvez nous proposer quelques petites choses ressortissant d'une de vos œuvres que nos auditeurs et nos téléspectateurs pourront vraiment profiter, comprendre que c'est du sérieux. Quand on parle du livre, quand on parle de l'art littéraire, c'est vraiment du sérieux. Il y a des gens qui sont engagés pour cette lutte. Mais que je dise quoi? Mais c'est tout ce que j'ai dit au cours de cette étape. Mais je ne peux pas faire un récital. Moi, je ne peux pas faire un récital. Maintenant, par contre, ce que je vais demander aux gens, c'est qu'ils viennent vers nous. Et c'est tout vers toi, pourquoi pas, pour organiser ce type d'événement. Hein, mais je ne peux pas me mettre à faire un compte ici, comme ça, en live, comme ça, non. Parce que dans ma tête, maintenant, ça fonctionne autrement. C'est faire une production et en tirer bénéfice. Voilà, c'est ça. La gratuité, ça ne fonctionne plus dans ma tête. Je suis désolé, mais si quelqu'un qui va suivre cette émission voudrait bien organiser un récital de poésie, les salles existent à Bukavu, et je viendrai pour faire des contes, pour déclamer quelques poèmes de moi ou d'autres grands écrivains. J'ai eu à le faire. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire un récital de poésie sur Aimé Césaire, mais moi j'arrive à le faire en salle. Hein? Et je peux le faire, je l'ai déjà fait pour mes propres œuvres, plusieurs fois. J'ai juste donné le goût, l'envie aux gens, n'est-ce pas? C'est à eux de venir vers nous pour organiser ce type de spectacle. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'état du livre à Bukavu, quelle solution pour éclore ce secteur au niveau local. Et nous étions avec Faustin Mouliri qui a répondu à nos questions. Et je pense, en tout cas je l'espère, que cette vidéo sera vraiment partagée et cette émission partagée pour permettre à ce que chacun comprenne son rôle et sa place pour éclore ce secteur à Bukavu. Cathy Amine a présenté cette émission. Merci à David Bahati pour le filmage. Merci à toute l'équipe de Roseau FM qui a facilité. Nous, on se retrouve prochainement. Entre poème et vulgarité,
Je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en